l'autorité. On connaît encore peu la force extraordinaire des petites plantes des Alpes. Elles tiennent tête au vent et aux conditions météorologiques depuis des millénaires. Beaucoup d'entre elles ont développé des vertus curatives que la médecine officielle s'est longtemps contentée d'ignorer. Mais la perception des plantes a beaucoup évolué. Herboristes, scientifiques, cuisiniers créatifs et thérapeutes s'interrogent sur les mille et une manières de les utiliser. Et ils s'engagent pour que la connaissance des herbes alpines ne se perde pas. Hubert Ilzenker est gentianaire dans les Alpes de Berchtesgaden. Il travaille pour la plus ancienne distillerie de gentiane en Allemagne. Depuis le début du XVIIe siècle, elle est la seule à détenir l'autorisation de cueillir les racines de gentiane, une espèce protégée. Le travail de gentianaire a très peu changé depuis cette époque. Ce qui est pratique aujourd'hui, c'est la voiture. Mais c'est le seul aspect moderne du métier. Tout le reste, c'est du travail manuel, depuis des siècles. Ça a son charme. Pour trouver des racines de gentiane, il ne faut pas avoir peur de l'altitude. À 1600 mètres, Hubert doit abandonner sa voiture. Il lui reste 1 à 2 heures de montée jusqu'à son lieu de travail. Ça, c'est le vérâtre blanc. Quand il n'est pas en fleurs, on peut facilement le confondre avec la gentiane. Mais c'est une plante très toxique. Il ne faut surtout pas la consommer. Elle peut être mortelle. Elle provoque une paralysie du foie, des reins et finit par stopper le fonctionnement de tout l'organisme. Le parc national de Berchtesgaden est une réserve naturelle. Seuls les gentianaires ont accès aux plantes, conformément à un arrêté en vigueur depuis 400 ans. Le gentianaire est le dernier à vouloir décimer la gentiane. Ce serait comme couper ses propres racines. Hubert observe un délai de 7 ans entre 2 cueillettes au même endroit. De quoi laisser aux racines le temps de bien repousser. C'est un travail d'homme qui demande de la force. Il faut être costaud pour faire ce métier. Il reste toujours quelques petits bouts de racines. On les enterre et on marche dessus. Ce sera pour la prochaine génération. Et le reste, c'est pour le gentianaire. Mesure et régularité, c'est ce que préconise l'acte d'autorisation historique. Hubert sait précisément où il peut creuser. En règle générale, les plantes alpines sont de petite taille pour mieux résister au vent et aux intempéries. Malgré leur grande taille, la gentiane jaune et la gentiane ponctuée parviennent à résister aux conditions extrêmes des montagnes. D'autant que l'amertume très prononcée de la gentiane jaune repousse aussi les animaux. Ces fortes substances amères font de la gentiane un remède important dans la médecine populaire. Elle est surtout préconisée en cas de troubles de l'appareil digestif. Mais la gentiane est aussi source de tonicité. Aujourd'hui, dans la plupart des métiers, on n'a pas besoin de force physique. Tout se fait à la machine. Et le soir, les gens vont au club de fitness. Mais pas moi. Après tout ce travail, le soir, je tombe de fatigue et je dors d'une traite. Chaque année,
Hubert exerce ce travail exigeant de juin à octobre. Près du chalet qui accueille la distillerie, il lave les racines de gentiane dans une eau de source fraîche et pure. Dans les plantes sommeille la force des Alpes. Hubert en est convaincu. On pense toujours trouver mieux ailleurs, et on sous-estime trop souvent la valeur des produits de chez soi. Mais regardez, on dirait du ginseng. On me demande souvent ce que sont ces racines, et je réponds que c'est le ginseng des Alpes. Et à ceux qui n'y croient pas, je dis bien sûr que si, et c'est aussi bon pour la santé. Les racines de gentiane peuvent atteindre 1 mètre de long. Pour la fabrication de l'eau-de-vie, elles doivent être d'abord coupées en petits morceaux. Hachées, les racines libèrent leurs substances amères, qui peuvent même pénétrer dans le corps à travers la peau. Ce sont elles qui donnent son goût à l'alcool. On ajoute aux racines de la levure et de l'eau de source. Le mélange fermente et se transforme en alcool. Hubert doit le remuer régulièrement et sans relâche pendant au moins 6 semaines. La fermentation est différente à chaque fois. On croit savoir comment le processus va se dérouler, mais en réalité, on ne sait rien du tout. La température, l'humidité de l'air, la lune, etc. sont des facteurs décisifs pour ce produit 100% naturel. La distillation se fait dans la pièce à côté. Le mélange fermenté donnera de l'alcool de gentiane, une spécialité bavaroise très ancienne. Quand j'arrêterai, il y aura forcément quelqu'un pour me succéder. J'en suis convaincu. Depuis 400 ans, il y a toujours eu des gentianaires ici. Et je ne crois pas que je serai le dernier. Grâce aux gentianaires, la fabrication d'alcool de gentiane n'est pas près de disparaître. C'est formidable. Hubert est gentianaire depuis 30 ans. Tant qu'il sera en bonne condition physique, il continuera à exercer son métier. Depuis des millénaires, les habitants des Alpes exploitent les propriétés thérapeutiques des plantes. Dans les petits villages reculés, la nature représentait souvent le seul remède. À Heiligenblut, un petit village dans les Alpes centrales autrichiennes, femmes et enfants se réunissent pour composer des bouquets de fleurs cueillis dans les prairies d'alpage et dans les jardins. La mi-août est ici l'apogée de la floraison. Tu me passes un millepertuis, s'il te plaît? Le village se prépare pour la fête des plantes, une coutume antérieure à l'époque chrétienne. C'est une tradition qui remonte à une époque où les gens dépendaient de la nature. Toutes les plantes peuvent être préparées en infusion, mais on les utilise aussi pour faire des essences, des teintures ou des pommades. Autrefois, on leur attribuait également une fonction protectrice contre les intempéries. À l'époque, il n'y avait pas de paratonnerre, alors on s'en remettait aux plantes. Un bouquet doit compter au moins 7 fleurs différentes, et chaque village a établi ses propres règles. La fête des plantes est célébrée dans beaucoup de communes catholiques des Alpes autrichiennes. À Heiligenblut, elle est longtemps restée dans l'oubli, jusqu'à ce que les femmes en costume traditionnel la raniment. Le lendemain, jour de l'Assomption, les femmes défilent avec les bouquets qui seront bénis à la fin de la procession. Pendant plusieurs siècles, l'Église catholique a tenté de réprimer la fête des plantes, qu'elle considérait comme un culte païen. Mais elle n'a pas eu d'autre choix que de la tolérer en se l'appropriant. C'est ainsi que la fête des plantes a lieu le 15 août, jour de l'Assomption. Car selon la légende,
la sépulture de la Vierge Marie aurait exhalé un parfum de fleurs bienfaisant. Schenkst du uns Gesundheit und Freude. Segne diese Kräuter und Blumen. Les villageois ramènent chez eux les bouquets bénis pour protéger leur maison et leur famille. L'Edelweiss est une plante entourée de nombreuses légendes. Cette fleur ancienne des Alpes supporte les conditions les plus extrêmes de l'altitude. On lui a longtemps attribué des pouvoirs d'invulnérabilité et même d'immortalité. Astrid Turner est fascinée par l'Edelweiss depuis son enfance. Droguiste et guide de randonnée, elle aime gravir les versants de haute montagne. Aujourd'hui, elle effectue un circuit de découverte au cœur du parc Ella, le plus grand parc naturel suisse, dans le canton des Grisons. Ici, on parle 3 langues, l'allemand, l'italien et le romanche. Steil Alva, c'est le nom de l'Edelweiss en romanche, ou Alv éterne, qui veut dire le blanc éternel. Et Steil Alva, c'est l'étoile blanche en romanche. C'est splendide ici, quel bonheur! L'Edelweiss est un trophée d'autant plus précieux qu'il est rare et difficile à atteindre. Mais dans les Alpes, l'espèce est strictement protégée. La plupart des gens n'ont jamais vu d'Edelweiss de leur vie. Cette fleur a une portée mystique. On dit que l'amant va la chercher pour sa belle au péril de sa vie. Je dis souvent aux gens, vous pouvez vous asseoir dessus, les prendre en photo, ils ne fanent jamais. Mais surtout, ne les arrachez pas. Astrid Turner est fille de paysans. Les alpages de l'Alpe d'Air lui rappellent les récits de sa mère qui y passait ses étés pour la récolte des foins. Ces versants sont couverts d'Edelweiss. Et quand les veaux avaient la colique, on les faisait monter ici. L'Edelweiss est riche en acide tannique. Et les veaux qui en mangeaient guérissaient plus vite grâce à l'effet des tanins sur la paroi intestinale. Dans la médecine populaire, l'Edelweiss est un remède utilisé contre les maux de ventre. Astrid Turner a fait de ses souvenirs d'enfance son métier. Elle s'intéresse depuis de longues années aux propriétés curatives de l'Edelweiss. Plus l'Edelweiss grimpe en altitude, plus ses effets thérapeutiques sont puissants. On a constaté des différences importantes entre des Edelweiss qui poussent à 1600 mètres et d'autres à 2000 mètres d'altitude. Astrid Turner habite le village de Savonia. Fidèle aux traditions suisses, elle hisse tous les matins le drapeau de sa région, le canton des Grisons. L'été, elle se rend tous les jours à son chalet de montagne pour s'occuper d'une plantation exceptionnelle. Il y a quelques années, elle a semé des graines d'Edelweiss sauvages. Une première. Les fleurs servent à la préparation d'infusions et d'alcool, et surtout à une gamme cosmétique qu'Astrid a elle-même développée. L'Edelweiss pousse sur des versants alpins exposés au soleil toute la journée et dans des zones où la pluie est rare. Et il ne fane pas parce qu'il a une stratégie de survie. Au microscope, on peut observer le duvet qui le protège de l'évaporation. Et l'Edelweiss nous protège aussi. Ses vitamines et ses substances actives préservent la peau de la déshydratation et la gardent bien lisse et belle. L'effet du vieillissement est ralenti. Plus la plante pousse à haute altitude, plus son duvet est épais et blanc. Mais les pétales en forme d'étoile sont en réalité des feuilles. Les fleurs sont les petites corbeilles situées au centre, jaunes pour les femelles et grises pour les mâles. Les Edelweiss qui possèdent les deux sont considérés comme les plus beaux. Récoltés à la main et triés, les Edelweiss seront transformés dans le laboratoire d'Astrid Turner.
Elle met les plus belles plantes avec les tiges dans de la glycérine et les fait macérer pendant quelques semaines. Ensuite, les substances actives des Edelweiss sont filtrées et la laborantine prépare une émulsion d'extrait d'Edelweiss. La crème cosmétique obtenue est un produit purement naturel. J'ai bien sûr testé le produit moi-même et je l'ai fait tester aussi à ma mère et à des connaissances proches. Il y a eu quelques aspects que nous avons dû rectifier, notamment la consistance de la crème ou sa couleur qui était grisâtre au début. Il a fallu faire plusieurs essais pour arriver à ce résultat. Les tanins et les vitamines A et E contenus dans l'Edelweiss ont un effet antioxydant et des vertus revigorantes et réparatrices pour la peau. Grâce aux bouches à oreille, le petit laboratoire de Savonien a aujourd'hui sa clientèle. Les crèmes d'Edelweiss pour le visage, les mains et les pieds sont très prisées. Toute la famille participe à la récolte qui a lieu en pleine saison estivale. Il faut aller vite, car les fleurs ne peuvent être cueillies que certains jours. Il faut cueillir les Edelweiss en pleine floraison, ni trop tôt ni trop tard. Et les jours qui précèdent la récolte doivent être secs et ensoleillés. Avec la pluie, les fleurs sont gorgées d'eau et il est très difficile de les faire sécher. Mais le plus important, c'est la floraison. Fabienne, la belle-fille d'Astrid, a découvert l'amour de l'Edelweiss lorsqu'elle s'est mariée. Elle sélectionne les plus belles fleurs pour les presser. Séchée, la fleur emblématique de la Suisse, est un porte-bonheur très apprécié. Chez nous, l'Edelweiss fait partie de la famille. Pour notre mariage, nous avons décoré nos tables avec des Edelweiss. C'est une fleur qui fascine beaucoup de gens. Et pour nous, c'est un bonheur de pouvoir l'introduire dans les foyers, pour qu'elle ne soit pas seulement un mythe que les plus chanceux trouvent dans les montagnes. Aujourd'hui, nous avons des commandes du monde entier, du Brésil par exemple. C'est une grande fierté pour nous. Séchée, l'Edelweiss conserve sa forme et sa couleur pendant des siècles. Cette fleur est experte en mécanismes de survie. L'Edelweiss est originaire d'Asie centrale. Il est arrivé en Europe il y a environ 10 000 ans et pousse entre 1500 et 3000 mètres d'altitude. Malgré ses plantations, Astrid Tourneur n'a pas assez de fleurs pour ses crèmes. Elle se fournit aussi chez un producteur bio qui cultive des Edelweiss à 2200 mètres d'altitude. Mais cette année, la récolte est maigre. Ils n'ont pas bien poussé, je ne sais pas pourquoi. Oui, je vois des trous par-ci par-là. C'est dommage, mais nous ne savons pas pourquoi. C'est la nature. Oui, c'est la nature, on n'y peut rien. La culture de l'Edelweiss demeure très aléatoire. La plante ne fait l'objet de recherches que depuis le début du XXIe siècle. À l'Institut de chimie et de recherche biomédicale de l'Université d'Innsbruck, l'équipe du professeur Hermann Stuckner étudie les substances actives de plantes médicinales. Depuis quelques années, les chercheurs s'intéressent aussi à l'Edelweiss. La médecine populaire leur sert de base pour leurs travaux. Nous avons commencé les recherches avec très peu de données. L'Edelweiss est une plante protégée et pour la recherche, il a fallu attendre que la plante soit cultivée. Actuellement, je pense que le potentiel de l'Edelweiss n'est pas encore entièrement exploré. Il nous réserve encore des découvertes. Aujourd'hui, les effets anti-inflammatoires de l'Edelweiss sont confirmés. Et dans le monde entier, de plus en plus d'entreprises s'intéressent aux substances que la plante renferme. L'Edelweiss symbolise bien sûr le concept de la blancheur de la peau,
qui constitue un idéal dans la culture asiatique. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises s'intéressent à la commercialisation de produits à base d'Edelweiss. Les chercheurs de l'université d'Innsbruck étudient non seulement les fleurs, mais aussi les racines de l'Edelweiss. Ils ont découvert une substance qui pourrait révolutionner le traitement des maladies vasculaires. La substance s'appelle la léoligine, un dérivé du nom latin de l'Edelweiss, Leontopodium. Pour nous, c'était une découverte sensationnelle. Et il est probable qu'à l'avenir, la recherche identifiera de nouvelles substances actives contenues dans les plantes et qui pourront servir à l'élaboration de médicaments. Un espoir fondé, car jusqu'à présent, seuls 10 à 15% des plantes ont été étudiées à travers le monde. Dans les Alpes de l'Ötztal, en Autriche, se situe le refuge Hohenzollernhaus, accessible uniquement à pied. Christine Wallner et son mari ont repris l'exploitation de l'ancien refuge cette année. Aujourd'hui, Christine fait son entrée dans la grande pharmacie de la nature qui entoure le refuge. Son guide est la naturopathe Astrid Zussmuth. Alpiniste passionnée, Astrid joint l'utile à l'agréable. À travers des livres et des conférences, elle transmet ses connaissances des plantes. Voici une fleur de premier secours, l'adénostyle à feuilles d'alière. Le voilà. L'adénostyle peut être très utile pour soulager une entorse, par exemple. Il faut froisser les feuilles bien fort pour qu'elles libèrent leur humidité. Tu veux essayer? Chiffonne-la bien entre tes mains. Tu vois bien toute l'eau qui en sort. Ensuite, on entoure la cheville avec la feuille et on serre comme avec une compresse. Ça aide à faire désenfler les entorses, les contusions, les coups. Et en plus de leur effet de résorption, les feuilles sont très rafraîchissantes. Tu le sens? Oui, c'est agréable. Oui, tu vois. De là à croire que toutes les plantes que l'on trouve dans la nature sont bienfaisantes, certaines peuvent même être dangereuses pour l'homme. Celles-là, Astrid les connaît bien aussi. Avec sa puissante couleur bleue, l'aconite napelle est une fleur qui attire tous les regards. Il s'agit de la fleur la plus toxique d'Europe. Ingérée, la plante est mortelle dès 0,1 mg par kilo de masse corporelle. Elle se niche de préférence dans les zones d'éboulement, les pentes abruptes et humides, là où l'homme ne devrait pas se hasarder. Mais l'aconite a souvent été cultivé dans les jardins, car d'après les croyances populaires, il protégerait les maisons des voleurs et des mauvais esprits. Quel magnifique champ d'aconite juste à côté du refuge. Comment vous faites avec les enfants? Vous avez beaucoup de familles, il me semble. Vous pensez à leur expliquer que l'aconite est extrêmement dangereux? Oui, nous expliquons aux touristes que c'est une fleur toxique et qu'il faut faire attention. C'est important que les enfants le sachent aussi, parce qu'ils ont envie de la toucher. Et le poison agit aussi par voie cutanée. Quand on cueille des aconites, les mains perdent instantanément leur sensibilité. L'aconite était l'arsenic de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Il a été utilisé dans un grand nombre de meurtres par empoisonnement. Dans les Alpes, on avait recours à ses propriétés pour tuer les loups qui rôdaient autour des villages. Le bourdon est l'insecte pollinisateur de l'aconite. Il est le seul à ressortir indemne d'un contact avec lui. L'aconite napelle est aussi appelé casque de Jupiter, en raison de la forme de ses fleurs qui rappelle un casque de guerrier romain. L'empoisonnement par l'aconite se manifeste d'abord par un engourdissement de tous les membres, accompagné d'une sensation de froid. Mais le symptôme le plus caractéristique est la formation d'un duvet sur la peau qui se présente comme un pelage. C'est très désagréable. On disait autrefois que l'aconite avait le pouvoir de transformer l'homme en loup-garou. Les mouvements sont de plus en plus lents, les muscles se rigidifient, le rythme cardiaque ralentit. L'état du patient s'aggrave rapidement et la mort s'ensuit au bout de 2 jours. Le malade reste conscient jusqu'à la fin et sait qu'il va mourir. À cause de cette agonie cruelle, on disait autrefois que la plante était née de la bave du chien des enfers.
Mais l'homéopathie s'est tiré profit de l'aconite sous une forme extrêmement diluée. Pour Astrid Zussmuth, les granules à base d'aconite sont un des médicaments les plus importants dans sa trousse de secours. L'aconitum est efficace contre les crises d'angoisse qui peuvent survenir en montagne. Les sauveteurs peuvent en avoir besoin dans des situations extrêmes, mais aussi pour apaiser les angoisses des accidentés. Bien utilisée, la plante toxique a des vertus médicinales. Les moines du Moyen Âge savaient déjà en tirer parti pour traiter les maladies dues à l'humidité dans les monastères. Affections accompagnées de poussées de fièvre, douleurs neurologiques et rhumatismes. Les moines ont consigné leur connaissance des plantes médicinales par écrit pour pouvoir les conserver et les transmettre. L'abbaye bénédictine Admont, en Styrie, abrite la plus grande bibliothèque monastique du monde. C'est un immense trésor de sciences théologiques, naturelles, médicales, mais aussi des écrits secrets recueillis au fil des siècles. Mais le trésor du monastère est menacé. Des parasites ont pénétré dans la bibliothèque. Aussi, des restaurateurs se consacrent à un travail minutieux de plusieurs mois. On nettoie les livres un par un afin de sauvegarder leurs précieux enseignements pour les générations futures. C'est aussi l'objectif de certains habitants de l'Alpe de Siusi, le plus grand alpage d'Europe, situé au cœur des Dolomites, dans le Tyrol du Sud. L'été, l'alpage se pare d'une robe multicolore composée de fleurs les plus variées. Tôt le matin, Franz Mussler cueille les ingrédients exceptionnels et bio pour ses recettes créatives. Renouée bistorte, alchémille, thym sauvage, cumin des prés et chardon garnissent son panier. La saveur fraîche des herbes lui inspire toujours de nouvelles créations. Je vais faire une salade de fleurs avec toutes ces plantes. L'Alpe de Siusi est mon garde-manger à ciel ouvert. Tous les jours, je peux cueillir ce dont j'ai besoin sur le pas de la porte. Franz Mussler est un chef d'alpage. Il aime faire découvrir à ses clients les fleurs des prairies alpines. À 2000 mètres d'altitude, il trouve des saveurs qui n'existent dans aucun supermarché. Aujourd'hui, son regard s'arrête sur une toute petite fleur qui passerait presque inaperçue. Comme un œil grand ouvert avec de longs cils, la fleur semble observer le monde. Le fraise a besoin d'air pur, d'eau et de beaucoup de soleil, tout comme l'œil humain. Ma mère utilise le fraise en lotion contre les irritations des yeux. Le fraise a des vertus apaisantes pour l'œil. Cette plante est surtout utilisée en médecine, mais on peut aussi la savourer dans son assiette. Enfant du pays, Franz est profondément attaché à la culture et au paysage du Tyrol du Sud. Il a travaillé dans des restaurants étoilés, notamment à Munich. Mais lorsqu'il a entendu qu'un refuge se libérait sur l'Alpe de Siusi, il n'a pas hésité à le reconvertir en restaurant. Je n'ai jamais regretté d'être revenu dans ma région. C'est ici que je me sens bien. Le petit œuf fraise décore un rouleau au yaourt et à la compote de fruits rouges. Et les boulettes aux 15 herbes sont parsemées de fleurs d'alpage. Mon idée, c'est de servir le goût de l'alpage dans les assiettes. La soupe de foin est une spécialité traditionnelle du Tyrol du Sud.
Franz Mussler concocte sa propre version qu'il sert dans des boules de pain. Une recette secrète qui fidélise les randonneurs. Depuis des temps immémoriaux, le foin de l'Alpe de Siusi joue un rôle particulièrement important. Un seul fauchage par an est autorisé pour éviter l'embroussaillement et pour alimenter les bains de foin. Une tradition séculaire née de l'expérience des faucheurs. Ces derniers dormaient souvent dans le foin fraîchement coupé et s'étonnaient de l'énergie qu'ils ressentaient au réveil. À partir de ces observations, le docteur Joseph Clara a élaboré le bain de foin. Une cure régénératrice indiquée surtout contre les douleurs articulaires. Je me rappelle, dans ma jeunesse, la saison des foins, c'était toujours très joyeux. On aimait tous aller sur l'Alpe de Siusi pour le fauchage. C'était merveilleux ce foin tout frais et la chaleur de l'été. Avec une jolie fille, c'était encore mieux. La qualité du foin des Dolomites est régulièrement contrôlée. Une surface de 50 mètres carrés de prairie doit compter au moins 40 espèces végétales différentes. Parmi elles, la plante médicale la plus connue est l'arnica. Avec son allure tout ébouriffée, l'arnica est une fleur robuste qui pousse en haute montagne. Elle possède des vertus thérapeutiques contre les contusions, les tendinites et l'épuisement. Engrais et herbicides sont formellement proscrits sur l'alpage afin de préserver la diversité des espèces. L'herbe fauchée de l'alpage est acheminée dans le village de Veuls, où l'ancienne station de bain de foin, créée en 1903, a été transformée en hôtel. La matière première destinée au bain des clients est stockée dans la grange. David Kompetscher représente la 4e génération de l'entreprise familiale. Cette bonne odeur de foin est typique de notre maison. Les clients la sentent jusque dans le hall de l'hôtel et ils ont l'impression d'être déjà dans le bain de foin. Cette odeur particulière vient d'une substance aromatique contenue dans le foin. Elle s'appelle la coumarine. Les herbes la produisent pour se protéger. Et c'est précisément la coumarine qui est importante dans le bain de foin. Le corps l'absorbe à travers la peau, ce qui provoque une réaction du système immunitaire. Autrefois, les bains de foin faisaient l'objet d'ordonnances médicales en cas de rhumatisme et de douleurs du dos. Si le bain de foin n'est plus prescrit aujourd'hui par les médecins, il reste néanmoins une cure de relaxation au goût du jour. Tandis qu'autrefois on s'allongeait simplement dans l'herbe fraîchement coupée, aujourd'hui, le bain de foin est accessible toute l'année. On trempe le foin dans l'eau pour déclencher le processus de fermentation. La chaleur qui se forme libère les essences des plantes. Je vous en prie. Le foin est prêt, vous pouvez vous installer. Le bain de foin moderne est plus agréable qu'autrefois, lorsque le client était simplement enseveli dans le foin. Le processus de fermentation naturelle pouvait atteindre une température de 60 degrés. Aujourd'hui, la température est régulée par l'eau du bain. La chaleur est nécessaire pour que le corps puisse absorber les substances actives par les pores. On enveloppe les pieds aussi, bien sûr. L'objectif, c'est de provoquer une forte transpiration. Donc les pieds doivent être entièrement recouverts. Maintenant, je vais vous immerger dans la baignoire. Vous allez flotter dans une eau qui sera à plus de 42 degrés.
les herbes agissent pendant le sommeil. Au-dessus de la vallée de l'Ar, sur le versant sud des Alpes, règne une atmosphère paisible, loin des flux touristiques. Ici, la nature est intacte. Plus de 80 sommets de 3000 mètres d'altitude dessinent les contours du paysage. Dans ces zones difficiles d'accès, les habitants ont dû chercher des solutions dans leur environnement immédiat pour se protéger contre les intempéries et soigner les maladies. Des recettes et des mythes se sont conservés pendant des générations. Anneres Ebenkofler est à la recherche de ces traditions. Elle va à la rencontre des montagnards qui détiennent la sagesse populaire. Bonjour. Comment ça va? Bien souvent, les montagnards emportent leurs connaissances médicales dans la tombe parce qu'ils craignent d'être ridiculisés de leur vivant. Anneres consigne tout ce qu'elle apprend sur l'utilisation des plantes médicinales. Elle a grandi dans l'auberge du village, rattachée à la ferme. Lorsque le père d'Anneres a transmis l'auberge à ses enfants, l'établissement était sur le point de fermer. Sa fréquentation était au plus bas. Il fallait prendre une décision rapide quant au sort de l'auberge. Ce sont les plantes qui ont apporté l'inspiration à Anneres. C'est une vache qui nous a donné la solution. Je l'ai observée en train de déguster avec délice des herbes près de la ferme. Et son expression avait quelque chose de très gourmet. J'ai voulu aller voir ce qu'elle mangeait, et c'est là que j'ai trouvé le point de départ pour mon projet, c'est-à-dire un restaurant qui propose des spécialités à base d'herbes. Je voulais voir la même expression de délectation sur le visage de mes hôtes. Anneres a suivi son instinct. Elle a transformé l'auberge du village en un hôtel nature qui s'est fait une réputation avec des recettes créatives à base de plantes. Je me laisse inspirer par la nature. Les menus et les plats dépendent de ce que je trouve à chaque cueillette. Aujourd'hui, Anneres rapporte des pommes de pin de montagne. Au-delà de recettes savoureuses, elle attache de l'importance à un concept de santé pour le corps et l'esprit. Dans son enfance, personne au village ne s'intéressait aux plantes. On considérait que c'était des herbes pour les pauvres. La passion d'Anneres pour les plantes est née d'un herbier oublié à l'auberge par des clients. Le millepertuis est une de mes plantes préférées. Quand on observe ses étamines si tendres, on pense aussitôt aux ramifications de notre système nerveux. Le millepertuis est d'ailleurs utilisé comme antidépresseur. Autrefois, on disait qu'il chassait les démons, c'est-à-dire les idées noires et négatives. Cette fleur, c'est de la lumière pure. Quand on la regarde, on a l'impression d'être face au dieu du soleil. La floraison du millepertuis a lieu autour du solstice d'été. La plante n'aime pas l'ombre. On l'utilise depuis toujours pour soigner les nerfs tendus, irrités, blessés, de l'esprit et du corps. Elle apaise aussi les coups de soleil et les brûlures. En s'inspirant de la sagesse populaire, Anneres a développé un enseignement des Alpes. Avec son frère, elle tient l'hôtel selon ses principes. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est qu'autrefois les gens se soignaient grâce aux plantes. Mais surtout, ils se maintenaient en bonne santé. Je voudrais faire découvrir et faire revivre cette sagesse et la rendre accessible à tous. Et j'aimerais adapter la sagesse populaire à l'époque moderne. Bonjour tout le monde. Regardez un peu ce que je rapporte aujourd'hui. En cuisine, on expérimente volontiers. La saveur résineuse des pommes de pin accompagnera sans doute parfaitement le filet de cerf. Lorsqu'elle a ouvert son restaurant il y a 10 ans, Anneres a dû affronter quelques réticents. Je passais pour l'original dans mon propre village. Comment je pouvais avoir des idées pareilles? Faire cuire des herbes et des prairies entières.
Mais aujourd'hui, les mentalités ont changé. On revient de plus en plus aux produits régionaux. On accorde de la valeur à ce qui vient de chez nous. Les recettes anciennes en font partie et elles contiennent beaucoup de plantes. Je cherche à réunir saveur et santé dans les assiettes. Parmi les recettes d'hiver, une délicieuse soupe à l'épeautre, agrémentée de millepertuis. Avant de pouvoir être consommée, la plante nécessite une préparation préliminaire. Le moment de la récolte est une première étape essentielle. Je choisis toujours une journée bien chaude et ensoleillée pour la récolte. Sur les coups de midi, quand le soleil est le plus fort, c'est l'idéal. Et les fleurs qui ne sont pas encore complètement ouvertes sont celles qui ont le plus de vertu. Quand on frotte un bourgeon, il produit cette couleur rouge qui est due à l'hypericine. Mais dans la médecine populaire, on parle de sang de millepertuis. La fabrication d'huile de millepertuis est on ne peut plus simple. De la bonne huile, du millepertuis et du soleil en abondance. Ces fleurs qui poussent l'été pendant la saison la plus chaude de l'année nous apportent ce dont nous avons besoin l'hiver, c'est-à-dire 6 mois plus tard, quand les heures d'ensoleillement sont les plus réduites. Le millepertuis est notre vitamine D, dont nous avons absolument besoin au cours de l'hiver. Trempé dans l'huile, le millepertuis est exposé au soleil pendant 6 à 8 semaines. Le mélange obtient alors sa couleur caractéristique, l'huile rouge de millepertuis. Dans l'hôtel naturel à Aornar, on ne trouve ni Ayurveda d'Inde, ni l'omi-lomi d'Hawaï. Ici, on utilise exclusivement les ressources des Alpes. Du quartzite argenté extrait dans les carrières de la région, du genévrier et des essences de millepertuis composent un rituel de bien-être. Un soin qui a pour objectif de rétablir l'équilibre intérieur en harmonie avec le rythme de la nature. Il ne s'agit pas seulement de s'intéresser aux plantes elles-mêmes, mais bien les connaître mène à un art de vivre alpin que j'ai appris au cours des dernières années. J'ai aussi découvert des lieux qui dégagent une énergie particulière, des sources et des eaux bienfaisantes. Notre génération doit sauvegarder et perpétuer la sagesse populaire. Nous devons continuer à la transmettre et sauver de l'oubli ce mode de vie traditionnel. À la faveur de connaissances ancestrales revisitées, les herbes alpines ont déjà gagné leur lettre de noblesse dans notre monde moderne.